Tagadak à vous mes frères et sœurs, bienvenue à bord de ce premier épisode de Pop Culture. Vous naviguerez en compagnie de Ordos. Salut. Atreide. Salut. Chacha Cosmique Poubelle. Salut. Et moi-même Lilith. En cas de désaccord avec nos propos durant cette expédition, un masque ne tombera pas automatiquement devant vous. Devez donc vous équiper d'une bière de second degré et c'est parti pour le décollage. Nous espérons que vous passerez un agréable voyage en notre compagnie. Attachez vos ceintures et vos casques et c'est parti pour l'aventure. Alors, avant toute chose, nous tenons à vous remercier de nous écouter et vous féliciter d'être les premiers auditeurs et auditrices de notre podcast. Pendant cette excursion, nous parlerons de pop culture et de ce qu'elle représente pour nous et quelle influence elle peut avoir dans notre vie quotidienne. On va commencer par une première étape, présentation des membres de l'équipe, de l'équipage, et un retour aux origines du podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire ce que vous voulez sur vous, et avant tout être sexy, parce que quitte à avoir commencé sur le thème de l'aviation et du voyage, il faut essayer d'être aussi précis et aussi sexy que Britney Spears dans Toxic. Ordos, je te laisse commencer. Bon bah salut, moi je m'appelle Ordos, j'aime des trucs, notamment en lien avec les jeux, que ce soit des jeux papier, plateau, jeux vidéo, j'aime la musique aussi, principalement Devin Townsend. En fait, la musique va se résumer beaucoup à Devin Townsend et avec un peu de musique de JV. Et je suis aussi très fan de Dungeon Crawler. Je rêve Dungeon Crawler et je suis Dungeon Crawler. Voilà, hashtag je suis Dungeon Crawler. C'est super parce qu'on va pouvoir faire tout un épisode sur les dungeon crawling parce que je suis pas certain que tout le monde sache vraiment ce que c'est. Moi c'est Chacha Cosmique Poubelle, on m'appelle parfois Chacha ou Cosmique ou Poubelle ou tout simplement par mon prénom que je ne dirai pas tout de suite. Être sexy comme Britney Spears dans le clip de Toxic, ça va être un petit peu difficile parce que j'ai vu ce clip un peu tardivement et qu'à l'époque où la pop culture m'a intéressé, j'étais déjà un peu trop jeune pour être sexy, j'avais trop de boutons sur la gueule et surtout je considérais avec mépris Britney Spears. Même si je la considérais avec mépris en journée, pendant la nuit c'était différent. Voilà. Ordos aime le dungeon crawl, moi j'aime le dungeon design, c'est-à-dire que j'aime beaucoup inventer des histoires, créer des trucs, lire de la science-fiction, de la fantasy, et la faire jouer par par du jeu de rôle, par des jeux de plateau, et par des jeux vidéo quand ça s'y prête. Voilà, à part ça, plein d'autres choses, mais on aura l'occasion d'y revenir au fur et à mesure du podcast. Merci Chacha. Atreide, à ton tour. Atreide, comme Chacha, je me passionne un peu de beaucoup de choses. Pour Britney Spears. Je regarde des films, etc. Britney Spears dans ma jeunesse. Effectivement, je passe beaucoup de temps à me renseigner, à analyser toutes les œuvres un peu de pop culture que je consomme beaucoup, mine de rien. Et voilà, donc typiquement je vais être fan de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, de Dune, de Batman, enfin bref, de ce que vous voulez. Et j'ai tendance à pas avoir un avis toujours en accord avec les avis généraux, ce qui donne lieu souvent à des digressions et à des débats houleux, si je puis dire. Et sans Alors, fin. vous aurez peut-être l'occasion de voir ça. Et également, je tiens un petit blog que j'alimente assez peu, on va dire, il y aura un article par an dessus. Mais voilà, si jamais ça vous tente, vous pourrez toujours jeter un œil dessus. On pourrait presque te dire que t'es productif. N'exagérons rien. Alors moi, Lilith, contrairement à vous trois, je n'ai aucune des références Bah que vous oui, avez qui données, es-tu, parce que Lilith j'ai aucune des références que vous avez données d'une Star Wars, tout ça, je les ai, mais vraiment superficiellement. Alors moi, je suis plutôt fan d'Harry Potter.
Et jusqu'à une certaine époque, j'étais une énorme fan d'Assassin's Creed. Je suis moins fan des derniers pour plein de raisons, même s'ils sont très beaux, j'ai trouvé un peu surfait. Et en dehors du coup des jeux vidéo et d'Harry Potter, j'aime bien le cinéma, surtout celui des années 80. J'aime bien la bière, je sais pas si c'est très pop culture, mais j'aime bien le houblon, le dessin, le vélo, les corgis et les pâtes carbonara. Voilà, tout ça c'est très pop culture, on verra que c'est très intéressant pour la pop culture. Alors avant de commencer, j'aimerais bien qu'on parle d'abord des origines du podcast. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ce podcast pop culture, et qu'est-ce qui nous a amené à vouloir parler de ça, sachant qu'au départ on devait l'appeler divagation alcoolisée, mais on a changé de nom pour faire sérieux, sachant que ça a surtout commencé autour d'une bière un soir de vacances. Du coup, pourquoi la pop culture? Bah, déjà, on n'allait pas faire un podcast sur le Covid, parce que je trouve que Raoult en avait déjà pas mal parlé. Donc on va plutôt parler d'un truc sur lequel on a plus d'expérience. On n'est pas sur un plateau de CNews, donc on va plutôt parler de choses un petit peu plus légères et qu'on connaît bien. Ça clash direct. Et qui est plus sympa quand même. Plus sympa que de parler de la Covid, évidemment. Oui, bien sûr. Après on aurait pu parler de 5G aussi, hein, et de masques. Hein. Et de vaccins. Et de vaccins, effectivement. Bah, nous, on a un vaccin au confinement et justement, c'est la pop culture. Je pense que tout le monde a dû énormément regarder de choses qui sortent sur Netflix, sur Disney+, sur Amazon Prime quand certains ont vraiment envie de regarder de la daube. Et puis du coup, c'est aussi pour ça qu'on a eu cette idée. C'est parce qu'on s'ennuyait un petit peu, j'imagine, avec le confinement. Et le confinement nous a poussé peut-être à être un peu créatifs de ce point de vue-là. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'on a commencé à avoir l'idée avant un confinement. Oui, mais le confinement nous a permis de comprendre qu'on était fait pour ça. Ou l'alcool. Oui. Ouais, je partirais plutôt sur l'alcool. Bah, disons que si on avait voulu enregistrer dans un bar, on aurait eu tellement de bruit que ça l'aurait pas vraiment... ça l'aurait pas fait. Et pourtant, nos meilleures conversations ont sans doute été dans des bars. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux dire qu'on va plutôt faire des conversations type bar PMU? Bah, type bar PMU qui parle de Star Wars, quoi, oui, effectivement. Et du tiercé, parce que vraiment, je sais pas ce que tu as joué dernièrement, mais moi, franchement, j'étais à deux doigts de gagner. Hein. D'accord. Alors, du coup, est-ce qu'on peut aussi répondre à la question à qui s'adresse ce podcast? Bah, d'abord à nos amis. Peut-être les à amis. d'autres gens si jamais l'occasion s'y se présente. Et puis surtout à nous en fait, parce que ça permet de garder comme trace sonore toutes les conversations qu'on peut avoir normalement dans une soirée autour d'un verre ou par internet. Donc c'est aussi cette occasion de garder une trace de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. Pourquoi pas, oui. Enfin, je pense que c'est aussi un moyen de... Peut-être s'il y a des gens qui veulent nous écouter, qui aiment bien entendre parler des licences qu'ils aiment, etc., d'écouter les avis des autres, ça peut peut-être occuper, je sais pas, leur long trajet en voiture, leur journée de travail ou autre. Mais oui, c'est un truc qui est pas mal à la mode en ce moment, et on s'est dit pourquoi pas nous. Moi, principalement, ça va me permettre de faire du son, de la SMR pour mon lapin. Comme ça, il pourra bien dormir la nuit. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. Ça peut être intéressant. Malheureusement, ça marche pas sur les chats. T'as pas une technique? Non, moi, je suis très, très lapin. Hein. Les chats, je sais pas. Peut-être plus de ronronnement, peut-être plus de trucs, j'en sais rien. Ça marche, je vais essayer d'en tenir compte. Alors, on va commencer je vais commencer par vous demander quelle est votre définition de la pop culture et très brièvement, de façon la plus concise possible. Qu'est-ce que c'est pour vous la pop culture, dans quel domaine et à quelle époque? Alors pour moi, ça concerne toutes les époques, parce que je considère que la pop culture, c'est quelque chose qui doit parler aux masses, et qu'à partir du moment où quelque chose devient connu, d'un certain nombre de gens, ça rentre dans un courant dominant, donc ça reste, ça s'apparente un peu pour moi à de la culture de masse. Et ça peut se trouver dans des domaines comme la high-tech, genre les jeux vidéo, l'informatique, comme on en parlait avant.
la littérature, la fantasy, les mangas, la BD, la science-fiction, et aussi le cinéma et la musique. Ouais, dans tous les domaines, de nos sociétés industrielles de la deuxième moitié du XXe siècle, en fait. Moi, je retracerais la pop culture à ce petit bouquin de Walter Benjamin, l'art à l'époque de sa reproductibilité technique ou un truc comme ça, je crois que c'est le titre du bouquin, dans lequel il parle de cinéma, de photographie et que ça fait très longtemps que je l'ai lu, hein, donc je sais plus s'il blase ou s'il trouve ça génial. Je pense qu'il blase plutôt puisqu'il était proche de l'école de Francfort et que ils avaient tendance à blaser à propos de la culture qui se développait en masse à l'époque. Et en tout cas, il se rend compte que ce que l'on gardait un peu comme une chasse, comme un territoire dans la culture, en fait, ça n'existe plus en tant que tel, que les créateurs et leurs créations ont un peu disparu, puisque on est capable de reproduire en boucle sur des centaines, voire des milliers de réitérances les mêmes choses. Et du coup, c'est ce que moi je pense être l'origine de la pop culture, c'est-à-dire d'abord et avant tout une culture de masse qui est permise par les développements techniques et technologiques, qui répondent également à une forme d'idéologie, puisque c'est né quand même en Europe industrielle et puis aux États-Unis principalement. Mais comme c'est une culture de masse, elle permet aussi à certains moments d'être une culture de contestation et une contre-culture. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette pop culture quelques éléments qui vont un peu à contre-courant, tout en étant partagés par un grand nombre, et qui sont intéressants. Je pense à tout le mouvement hippie des années 70, qui était quand même un mouvement très partagé par beaucoup de personnes, et qui se revendiquait comme étant contre-culturel. Voilà. Du coup, la pop culture, c'est un peu comme ça que je la définirais, un truc un peu fourre-tout, un peu flou, mais qui n'est pas seulement la culture de masse. Heureusement que j'avais dit concis. Ouais, c'était super concis. Mais en vrai, moi je suis assez d'accord avec le côté effectivement assez flou de ce que peut être la pop culture, c'est-à-dire que déjà ça peut effectivement brasser plusieurs médias culturels et artistiques, et surtout je pense que c'est donc effectivement c'est un peu lié à la culture de masse, mais surtout très lié à une époque. C'est-à-dire que la pop culture, c'est de la culture qui souvent est assez récente, en tout cas à l'échelle de l'histoire, même si elle peut s'inspirer d'autres choses. Et du coup, voilà, c'est une culture que la masse s'approprie et assume et revendique pour valoriser des œuvres modernes et récentes par rapport à son époque. D'accord. Ordo, c'est que tu... Ordo, c'est que tu peux donner une définition. Oui, moi, ça va peut-être être moins poussé que ça. Moi, je définis la pop culture un peu comme la pizza, en fait. La pizza, c'est un plat qui était typiquement napolitain, qui petit à petit a su trouver son public, et finalement maintenant tu peux aller dans n'importe quel endroit du monde, et quand tu parles de pizza, les gens comprennent. Et en fait, pour moi, c'est ça la pop culture, c'est-à-dire que ça vient d'un endroit donné, c'est une œuvre, quelque chose, et en fait ça va se développer, et en fait tout le monde va avoir les mêmes références d'une même œuvre. Et donc voilà, et en plus de ça, c'est vachement bon une pizza. Est-ce que la pizza est une œuvre ? La pizza est grave une œuvre. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la pizza hawaïenne ? Bien sûr, bien sûr. Non. Ouais. Dans ce podcast, on aime la pizza hawaïenne. Non, et tellement pas. Et on aime la momie. Et on aime la momie. Et Fast and Furious aussi. Voilà. Alors non. Deal with it. C'est Ordos, hein, que ce soit bien clair. Ça veut pas forcément dire que c'est tout le monde. Oui, ça n'engage que toi. Alors, pour répondre du coup, pour regrouper un peu tout ce qu'il avait dit, j'ai trouvé 3 définitions de podcasts sur internet, alors elles valent ce qu'elles valent. Le premier, je l'ai trouvé sur Wikipédia. Est-ce que Ordos, tu veux bien nous la dire, s'il te plaît ? Oui, puisque Wikipédia, référence culturelle internet, hein. Donc elle représente une forme de culture. Il me semble quand même, à mes yeux. De quoi ? Il n'est pas Ordos. Pardon, Atrid. Excuse-moi.
Donc la définition de la pop culture selon Wikipédia. Donc elle représente une forme de culture dont la principale caractéristique est d'être produite et appréciée par le plus grand nombre, à l'opposé d'une culture élitiste ou avant-gardiste qui ne toucherait qu'une partie aisée et ou instruite de la population. Elle ne doit pas être confondue avec la culture de masse ou la culture médiatique. Exact. Bah déjà, je me suis planté quand même dans ma définition à moi. Ordos, je te laisse nous lire la suivante, s'il te plaît. Alors, la définition vient du site eclecticity.fr, un site fortement bien, sûrement. Elle est généralement reconnue comme un ensemble de pratiques, de croyances et d'objets qui sont dominants ou omniprésents dans une société à un moment donné. Entre parenthèses comme la pizza. La culture populaire englobe également les activités et les sentiments produits par l'interaction avec ces objets dominants. Fortement influencé par les médias de masse, ce recueil d'idées imprègne le quotidien de la société. Par conséquent, la culture pop a une façon d'influencer les attitudes d'un individu à l'égard de certains sujets. Les catégories les plus courantes de la culture pop sont le divertissement, entre parenthèses les films, la musique, la télévision et les jeux vidéo, les sports, les nouvelles, les news people, la politique, la mode et les vêtements, la technologie et l'argot. Merci bien. Et enfin, Chacha Cosmique Poubelle, je vais te laisser lire la troisième définition qui est fournie par le site éducation-populaire.fr. C'est un site qui se définit comme un ensemble de démarches collectives pour l'émancipation et la transformation sociale. Donc cette analyse de la culture populaire est plus sociale que les deux autres. Et donc l'analyse que je t'ai fournie, c'est celle de Stuart Hall, qui est un sociologue qui était un sociologue. Enfin, il est mort en 2014. Qui était une des figures centrales des cultural studies britanniques et qui a cherché à déconstruire le terme populaire. Et donc je te laisse nous donner les 3 définitions que lui donne du terme populaire, s'il te plaît. Alors c'est pas lui, c'est un résumé du site sur lequel tu as trouvé ça. Donc je vais lire ce résumé du site. Il aurait donc 3 définitions de populaire. La première, les choses sont dites populaires parce que des masses de gens les écoutent, les achètent, les lisent, les consomment et semblent en retirer un grand plaisir. Dans cette définition, populaire est associé assez justement à la manipulation et à la dépréciation de la culture du peuple. Selon Stuart Hall, cette définition revient à considérer les individus comme des sortes d'idiots culturels, incapables de dire ce dont on les gave est une forme actualisée d'opium du peuple. Souvent, cette définition oppose à cette vision celle de l'existence d'une véritable classe ouvrière qui, elle, ne se laisserait pas tromper par des ersatz commerciaux et défendrait une authentique culture populaire. La deuxième définition voudrait que la culture populaire, ce soit toutes les choses que le peuple fait ou a faites. Ensuite, elle pose comme immuable ce qui est populaire ou ce qui ne l'est pas. Or, d'une période à l'autre, on observe que les choses changent. Certaines formes populaires voient leur valeur culturelle augmenter et grimpent l'ascenseur culturel et finissent par se retrouver de l'autre côté. D'autres perdent de leur haute valeur culturelle et sont appropriées par le populaire tout en se transformant au cours du processus. La troisième définition est celle que Stuart Hall défend. Elle consiste à identifier pour une période donnée les formes et les activités qui ont leurs racines dans les conditions sociales et matérielles des classes particulières et qui sont incarnées dans les traditions et les pratiques populaires. Selon cette définition, l'essentiel, c'est la tension continue de corrélation, d'influence et d'antagonisme qui relie culture dominante et culture populaire. Ce qui compte alors, ce ne sont pas les objets culturels intrinsèquement ou historiquement figés, mais l'état du jeu des relations culturelles, ou pour le dire plus simplement, voire de manière simpliste, la lutte de classe dans et pour la culture. En gros, le fait que c'est jamais complètement stabilisé. Le signe ou la forme culturelle ne porte en eux-mêmes aucune garantie. Le roman est-il une forme bourgeoise? La réponse ne peut être qu'historique et provisoire. Quand? Quel roman? Pour quel lecteur? Dans quelles conditions? En conclusion, Stuart Hall défend que la culture populaire est l'un des lieux où la lutte pour et contre la culture du puissant est engagée. C'est aussi l'enjeu de cette lutte, c'est l'arène du consentement et de la résistance. Tous ces thèmes-là, c'est très intéressant. Je pense qu'on pourrait faire au moins 4 ou 5 émissions juste pour essayer de décortiquer ce qui est écrit ici. Mais en tout cas, on essaiera au moins de prendre ces questions ces thèmes-là, au moins le rapport à la politique de la pop culture, ou de certaines œuvres que l'on peut qualifier de pop culturelles. Tu veux dire qu'on garde ça pour un prochain épisode? Ah bah oui, parce que là, on vient de lire une définition qui fait... oui, je pense qu'on a endormi la moitié de l'audimat, mais... Tant pis. Vous pouvez revenir les gens, si vous êtes endormis, réveillez-vous. Et alors, on va commencer par quelques indices sur les origines de la culture pop et en donnant quelques exemples. Alors, toujours selon Eclecticity,
Il nous présente quelques spécimens. Donc le terme culture populaire est apparu au 19e siècle, bien que le dictionnaire anglais d'Oxford mentionne la première utilisation du terme culture populaire en 1854. Le terme apparaît pour la première fois dans une allocution de Johann Heinrich Pestalozzi, qui est un pédagogue et éducateur et penseur suisse, pionnier de la pédagogie moderne. Et donc en général, la culture populaire était associée à l'éducation médiocre aux classes inférieures par opposition à la culture officielle, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Et ils ont mis l'accent sur la distinction avec la culture officielle, qui s'est accentuée à la fin du 19e siècle, et ça s'est principalement développé pendant l'entre-deux-guerres. Et ils ont constaté que les changements culturels et sociaux qui sont apparus à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont provoqué beaucoup d'innovations des médias de masse, et c'est pour ça que le sens de culture populaire a commencé à se recouper avec celui de la culture de masse. Et pour le coup, les États-Unis sont les pionniers dans ce domaine par rapport à l'Europe ou à d'autres pays occidentaux. Et la forme abrégée de pop pour populaire, comme dans la musique pop, date des années 50. Et en général, c'est ce qui contient des qualités d'appel de masse, alors que populaire fait référence à ce qui gagne en popularité, quel que soit le style. Alors pop, moi si je dis pop, la première chose à laquelle ça me fait penser à Andy Warhol, par rapport au mouvement artistique. Mais on part du principe que maintenant, même Shakespeare peut faire partie de la culture pop parce qu'il a traversé des époques. Albert Einstein et son fameux portrait où il tire la langue, c'est pop. Mickey Mouse, les super-héros, Dark Vador, Sherlock Holmes, tout ça, les Pygmalion pop. Big Ben, tout ça, c'est de la culture pop. Alors, je vais vous demander aussi, comme tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je disais ouais. Merci, c'était intéressant. Est-ce que vous vous définiriez comme des fans de la pop culture ? Bah, si on fait un podcast sur la pop culture, faut bien qu'à un moment donné, on dise qu'on connaît un petit peu un minima, quoi. En tout cas, que ça nous parle un minimum. Donc oui, pour ma part, oui, je me définirais fan de pop culture. Je pense que ça m'a même, pour une large part, permis de survivre à mes années collège. Et pour ça, je lui en suis vraiment reconnaissante. Dans quelle mesure ? Dans la mesure où ça permettait de se dire que c'était pas si grave de pas avoir le bon survêt à l'époque ou la bonne casquette, parce que une fois que le collège c'était fini, on pouvait toujours aller buter des gens sur Quake ou lire des histoires où il se passait d'autres choses que la chasse au POG ou des conneries à la con de la cour de récré du collège. D'accord, moi je vais plutôt aller dans le sens inverse du coup, parce que j'ai pas l'impression que c'était... J'ai pas toujours été une fan de pop culture, enfin en tout cas j'avais pas l'impression. Bah, disons que t'étais populaire au collège, donc c'est ça qui change en fait. Ouais, peut-être pas, non. Non, même pas. C'est dans un collège Donc de si bourg. t'es populaire, t'es pas fan de pop culture ? Si t'es populaire au collège, t'es pas pop culture a priori. Ou alors peut-être que tu merde. l'es, mais du coup tu n'es pas dans les niches de... Ah mais en fait si. C'est absolument faux. C'est absolument faux parce que Ouais, si t'es... je- Ouais. Bon, on va... Parce que tu vois bien que ça n'a rien à voir. Tu peux être populaire et écouter les morceaux du moment. Jul, c'est populaire en ce moment, tu vois. Donc même si pas tu mal. veux rentrer dans... non. Non. Si tu veux rentrer dans le moule, bah t'écoutes ce que les gens écoutent, t'écoutes ce qui est actuellement ce qui fait que ce qui est populaire. Donc du coup ça marche pas en fait ta définition de la pop culture pour le collège. On va pas y arriver de toute façon à définir la pop culture. Bah non, c'est normal. Tu vois bien qu'il y a 3 sites qui font 3 définitions différentes et ça prend des plombes. Voilà. C'est pour ça que l'idée de partir sur une pizza, c'était bien. Au moins, c'était concis et tout le monde a la référence pizza, tu vois. Ça Non parle mais à dans tout tous le monde. les cas, Chacha, toi c'est un truc dans lequel tu t'es... pas enfermé, mais dans lequel tu t'es retrouvé et investi pour échapper à autre chose, à ta vie courante, etc., quand tu étais plus jeune. Ouais, peut-être à la culture de masse en fait pour le coup, si on doit... Mais là encore, tout le monde va pas être d'accord, mais... Et c'est quoi qui te plaisait là-dedans du coup ? De quoi hein
Bah, dans la pop culture, justement, au collège, quand tu t'y retrouvais, etc., pourquoi ça te plaisait tant comparé à ta vie de collégien et tout? Bah, Par parce que rapport à Britney Spears. j'étais petit, j'étais roux et j'avais des boutons, et je pense que déjà ça, par rapport au schéma auquel tu dois ressembler au collège, c'était déjà pas très gagné. Et du coup, ouais, c'était un endroit. De toute manière, il y a beaucoup d'œuvres culturelles. Je parle de la pop culture, mais j'aurais pu kiffer Stendhal dès mes années collège. Je veux dire, c'est en fait comme ça passe par des médias. Il y a forcément une médiation avec ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, et c'est aussi pour ça peut-être que il y a autant de gens qui regardent Netflix ou autre, hein. C'est que ça permet d'échapper au réel pendant quelques temps. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, ou j'essaie pas de faire une sorte de hiérarchie entre le réel et le non réel, mais en tous les cas, la pop culture, parce qu'elle suppose aussi des normes, elle est confortable pour ceux qui vont s'y plonger. Et alors du coup, comment tu es arrivé à la pop culture? Comment t'as réussi à entrer dans l'univers de la pop culture, je dirais? Euh, Bah parce qu'elle est visible un peu partout, tout simplement. Je pense que... Non, ouais, mais je c'est pas pense parce que qu'elle est c'est ça. visible que tu t'y intéresses, tu vois. C'est pas parce que tu vois une pub dans le métro que tu la vois que tu vas forcément te pencher dessus. C'est vrai. Euh, Je te laisse le temps de réfléchir. Moi, je vais te dire pourquoi. ouais, ouais, peut-être poser la question à d'autres gens. Ouais. En tout cas, pour moi, la pop culture, ça n'a pas toujours été, ça n'a pas toujours fait partie de mon monde parce que, justement, quand tu dis que c'est partout, ouais, c'est partout, mais je trouve qu'il faut quand même avoir certains codes pour y accéder. Parce que, si tu connais pas ces références, ben, t'es un peu, enfin, si tu baignes pas dedans, t'es un peu laissé de côté. Tu vois, comme, si tu peux y accéder parce que t'as ton entourage le plus proche, donc la famille, si ce groupe social-là ne baigne pas dans cette culture et ne t'amène pas vers ces repères de pop culture, tu fais face à un premier obstacle que tu manques et tu te sens déjà un peu désarmé. Ensuite, les autres personnes, ça va être tes amis, et si tes amis-là, eux aussi, ne font pas partie de cet univers, tu rates encore à nouveau le coche. Et tu vois, c'est pas parce que c'est devant toi que tu vas te l'approprier corps et âme. T'es limité par ta propre curiosité ou ton manque de moyens pour y parvenir. Donc moi, si tu veux, moi la pop culture, je l'ai fini par me la forger au fur et à mesure, mais il a fallu que j'attende d'avoir 30 ans pour enfin me dire que j'avais un pied dans la pop culture, parce que j'en avais les capacités matérielles, intellectuelles, pour pouvoir attraper tout ce que j'avais manqué. Mais j'ai l'impression d'être toujours, même maintenant, j'ai toujours l'impression d'être en décalage par rapport à l'engouement qu'il peut y avoir autour d'un sujet, d'un thème. Euh, et ça n'empêche que du coup j'ai toujours du mal à avoir l'impression d'être fan de pop culture. Mais ça me permet aussi d'avoir un peu de recul et de pouvoir apprécier un peu plus la chose. Ouais, c'est assez étonnant ce que tu dis parce que à la base, pour moi, vraiment, la pop culture, c'est la culture justement où tu n'as pas besoin de code, ou en tout cas, les seuls codes que tu as besoin, c'est la société dans laquelle tu vis, ou alors la société plus globale. Euh, quand tu vois des œuvres qui viennent des États-Unis où t'as pas besoin d'avoir telle ou telle référence historique, telle ou telle référence cinématographique, etc. Ça te permet très vite de pouvoir rentrer dedans, et justement cette idée de créer des univers imaginaires qui te permettent d'y accéder assez rapidement. Là, ce que tu dis, en fait, c'est j'y suis pas rentré, et j'ai l'impression que j'ai pas tous les codes. Mais en fait, du coup, ce qui est assez drôle, c'est que cette pop culture ou une œuvre, dès elle commence à être intégrée par de nombreuses personnes, devient populaire.
elle devient pas populaire parce que les gens comprennent les codes d'avant en fait. Elle devient populaire parce que les gens ressentent quelque chose par rapport à ça, ou en tout cas quelque chose leur parle, sans qu'il y ait besoin d'une éducation, d'une certaine culture ou de quoi que ce soit. Et ensuite, ce qui vient après ça, c'est tout ce qu'il y a eu avant. Et donc là, ce que tu parles, c'est de cette façon élitiste en fait de mettre sur un certain piédestal les œuvres du passé, et notamment et donc là c'est pour ça quand on parle de pop culture on va surtout se focaliser sur ce qui s'est fait ces dernières années. Et quand tu dis qu'il y a des codes qui te manquent, c'est par exemple des films des années 80, des comics des années 80, des arcs scénaristiques que tu n'as pas lus, etc. Et où là, quelqu'un qui va avoir tout lu, qui va de machin, va être un petit peu plus élitiste et va dire mais non, mais tu peux pas être fan de ça puisque tu n'as pas connu Batman, l'épisode numéro 46 de tel fascicule qui est sorti en 1964, tu vois. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que ce terme pop culture qui veut parler de culture populaire, de culture qui est accessible à tous, finalement, au fur et à mesure des années, devient de plus en plus élitiste par certaines personnes. Je vais t'apporter un contre-exemple avec ta pizza. Imagine que je suis intolérante au gluten et que du coup j'ai jamais pu manger pizza de ma vie. Du coup je pourrais pas dire que je connais la pizza vu que j'ai pas pu en manger. Tu sais qu'il y a des pizzas différentes. Hein. Tu connais le terme de la pizza. Je pourrais pas baigner éventuellement, dedans. tu seras pas une spécialiste de la pizza hawaïenne. Et puis honnêtement, des pizzas sans gluten, ça se fait très bien. Bah non. Je suis assez d'accord avec Ordos. C'est qu'effectivement, déjà, il y a tout le côté... la population qui s'est déjà approprié cette culture, son comportement peut effectivement soit faciliter l'accès, soit justement le compliquer par son élitisme, par ses références et le fait de ne pas te considérer si justement tu n'as pas ces références-là. Mais ça, il y a aussi le fait que, pour moi, le côté pop vient parfois en contradiction avec le côté culture. C'est-à-dire que la pop culture, comme toute culture qui se construit, forcément, au fur et à mesure, elle va avoir ses codes, elle va avoir ses références, ces espèces d'œuvres qui vont servir de baromètre, qui vont servir de je sais pas comment on pourrait dire, d'œuvres cultes en fait, tout simplement. Et donc aujourd'hui, comme elle devient un peu plus populaire et un peu plus ancienne, forcément, elle a acquis tout ça. Et aujourd'hui, si on cherche à s'y intéresser, oui, on n'aura pas la connaissance de ces normes. C'est comme si aujourd'hui tu t'intéresses à Picasso, mais tu comprends pas pourquoi Guernica c'est l'œuvre la plus connue, etc. Ça se tient. Je suis pas très convaincu, mais ça se tient. Atreide, je vais juste te demander comment toi t'en es venu à la pop culture. Moi, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire que en plus c'était un média particulièrement diffusé pour les garçons, mine de rien. Ouais, on le dit pas assez, mais c'était quand même sexiste. Oui, enfin, clairement, la pop culture actuelle, quand tu regardes les Batman, les Tortues Ninja et autres, c'était les dessins animés pour garçons à l'époque, même si y a plein de filles qui en sont fans et c'est très bien. C'est vrai que c'était en tout cas vendu comme ça. Et donc du coup, moi, les dessins animés que j'ai regardés quand j'étais petit, de toute façon, c'était Batman, c'était ce genre de choses. J'avais 5 ans, 6 ans, et mon père s'était acheté le coffret collector de Star Wars et le regardait avec ma mère à la télévision. Donc moi, je suis arrivé devant la télé, j'ai vu des vaisseaux spatiaux qui tiraient dans tous les sens, j'étais aux anges, quoi. Donc c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement parce que j'avais un entourage qui y baignait, que ça soit par mes parents, que ça soit par mes amis, et aussi parce que j'ai grandi dans les années 90, et donc du coup, voilà. C'est les films populaires du moment. Il y a eu les Seigneurs des Anneaux, il y a eu les Star Wars, il y a eu tout ça. Je te dis, les dessins animés à la télévision, c'était ça. Donc voilà, et moi c'est quelque chose dans lequel qui me plaisait. Donc naturellement, au fur et à mesure, j'en ai lu, vu, appris, enfin voilà. Et du coup, tu vois, je trouve que tu confirmes un peu ce que tu as dit. T'as quand même eu de la famille et des amis pour t'apporter ce bagage culturel-là.
Oui, bien sûr, mais même si, enfin, par exemple, ma porte d'entrée à Star Wars, c'était ça. Si mon père ne regardait pas Star Wars, etc., ma porte d'entrée aurait peut-être été au moment de la sortie du premier épisode, La Menace Fantôme, en 99, au lieu qu'elle soit en 96. C'était, pour moi, ça l'a favorisé, ça l'a grandement accéléré, on va dire. Mais de toute façon, pour moi, c'est quelque chose qu'on nous a amené aussi parce que, bah, c'est simple, quand t'es petit, en tout cas à l'époque, on nous laissait devant la télé le matin, et du coup tu prends les dessins animés qui passent à la télé le matin. Donc tu prends un peu ce qu'on te donne aussi, et tu te forges à partir de ça. Donc si ces œuvres qui sont aujourd'hui de la pop culture, bah, c'était celles diffusées par défaut à ce moment-là, bah tu y accèdes aussi, quoi. T'oublies Midi les Zouzous et le soir, ce qu'il y avait sur Canal+, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Oui, ça cartonne le dimanche soir sur Canal. Oui, voilà. Et bah, mine de rien, ça c'est de la pop culture. Il n'y a pas que ça. Il y avait quoi? Il y avait KD2A aussi. Il y avait le Club Dorothée. Il y avait tous ces trucs-là. Bah, tu vois, en fait, finalement, en fait, je pense que on n'a pas forcément la même définition de la pop culture. Moi j'englobe à peu près tout ce qui a eu à un moment donné, ce qui a été populaire sans avoir besoin de code ou d'une certaine ou d'un certain enseignement. Je l'inclus dans la pop culture. Donc c'est pas que les comics, c'est pas que tout ce qui vient des États-Unis ou tout ce qui vient du Japon en fait. Et du coup, ma question c'est, du coup, quand tu dis que tu as commencé à partir de 30 ans, oui, mais avant t'écoutais bien certains groupes, t'écoutais bien de la pop, et tu vois, je sais que t'es fan d'Oasis, ça a pas commencé à 30 ans, donc du coup t'étais bien déjà baigné dans la pop culture sans t'en rendre compte en fait. Est-ce que je peux dire que les To Be Free faisaient partie de la pop culture? Mais bien sûr, mais complètement. Complètement, enfin en tout cas, oui, bah oui, enfin pour moi, en tout cas pour ma définition propre de la pop culture, les To Be Free sont même des grands rois de la pop culture. Ce sera pas pour paraphraser Usul, mais il l'abordait dans un de ses 36-15 qu'il avait fait sur la culture geek, même si j'aime pas trop ce terme. Et en fait, il expliquait justement, donc il prenait comme exemple justement une fille de 30 ans qui découvrait Game of Thrones et Zelda, et elle aimait ça, etc. Machin. Et il expliquait, en gros, il dit, mais elle n'est pas forcément elle-même devenue geek, c'est simplement que cette culture est devenue de plus en plus large, et en fait est devenue son environnement. Et à partir de ce moment-là, bah oui, ça crée une porte d'entrée à plus de personnes qui ne l'avaient pas. Donc aujourd'hui, oui, Game of Thrones et Harry Potter, ils sont partout. Et donc du coup, bah oui, est-ce que ces personnes-là entrent un peu plus dans cette pop culture geek? Peut-être. Mais du coup, effectivement, il y a le lot de références qui vont avec, il y a tout ça, enfin voilà. Alors je dirais que malheureusement Game of Thrones n'est plus vraiment dans le game depuis leur Depuis sa fin. Ouais, là, depuis la dernière saison complètement pétée. Comment ça? Bah, la dernière saison de Game of Thrones, c'est quand même sacrément de la merde. Enfin, à mes yeux en tout cas. On en redébattra. On pourra faire un épisode spécial sur Game of Thrones. Je le rajoute à la liste. Là, donc là, tu viens de perdre nos trois écouteurs, auditeurs, oui, écouteurs, ça marche pas. Nos 3 auditeurs qui étaient fans de Game of Thrones, là, ils viennent tous de quitter, donc super. Ouais, bah, Mais, on leur ok. dit ou pas? Ouais, 2. Non, ils Ok. le savent déjà. Ouais, je flouterai, je m'arrangerai au montage, mais alors, on moi, va squeezer ça, c'est pas possible. Faut pas spoiler. Pour info, j'en suis qu'à l'épisode 1 de Game of Thrones, donc si vous pouviez ne pas spoiler, Et tu sais que ce serait sympa. aussi, hein, Mais non, je vois pas pourquoi il pourrait mourir, lui. Il est pas fait pour des rôles. Non, c'est vrai où que il c'est pas meurt, dans je l'habitude comprends pas. de l'acteur. Après, il est vrai que Game of Thrones, j'ai pas trop regardé parce qu'il y avait pas Dwayne Johnson. Alors, Ah, mais il y avait Jason Momoa. Tu mets Dwayne Johnson, pourquoi pas? Ouais, mais c'était pas. Ouais, mais je suis pas très. C'était avant qu'on le connaisse sous le nom de Jason Momoa, en fait. Avant qu'il s'appelle Aquaman. C'est ça, avant qu'il fasse ce fabuleux film. Oui. Bon, en fait, je pense que concrètement, la pop culture, c'est une culture que l'on fabrique soi-même à partir de ce qui est présent assez facilement accessible.
c'est clair que Nurse with Wound, par exemple, fait pas partie de la pop culture parce qu'il faut quand même le trouver, aller le nicher. Et quand on écoute ça, c'est que on s'attache à un style particulier. Mais il faut pas grand-chose pour que tout le monde sache à peu près à quoi ressemble Britney Spears. Et même si on sait pas à quoi ressemble Britney Spears, à quel type de musique ça doit correspondre. Voilà, on dit Katy Perry, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. On dit même pour des gens qui sont pas fans, on dit Star Wars, tout le monde voit un sabre laser. C'est ça en fait la pop culture. Après, il faut voir ce qu'on en fait, quoi. Bah, un podcast. Oui. Mais on fait un podcast sur une pop culture qui nous parle à nous. C'est-à-dire que, en fait, là, depuis quelques minutes, on a été 3 à bâcher Game of Thrones. Bon, bah, c'est pas. Non, C'est que nous, on n'aime pas trop Game of vous Thrones. êtes que 2 hein, à bâcher Game of Thrones. Hein. Vous êtes allé jusqu'à la saison 8, mais vous aimez pas trop Game of Thrones. Vous avez passé plus de 30 heures de votre vie à regarder un truc, mais vous n'êtes pas fan. C'est ça aussi la pop culture. C'est être capable d'aller au bout, de naver. Comme The Witcher. On va s'arrêter là. Donc du coup, Chacha, est-ce que tu dirais que la pop culture a eu un impact sur ta vie? C'est-à-dire, est-ce que ça t'a servi? Est-ce que C'est ça assez t'a marrant, donné Atreide, des parce leçons que, de vie, des enseignements? Est-ce que... Moi, j'allais te poser exactement la même question. Donc, on se retrouve tous les deux. Je pense que je vais répondre pour toi, en fait, si tu permets. Je Vas-y. pense que pour toi, la pop culture a eu un immense impact. Notamment parce que tu es capable de citer n'importe quelle scène de chaque épisode de Star Wars, quasiment les yeux fermés et les oreilles fermées d'ailleurs, sans problème. Et tu t'énerves aussi, je t'ai vu t'énerver à propos de Star Wars, alors que concrètement, finalement, ça n'a aucune incidence ou quoi que ce soit sur notre société, hein, mais voilà, si jamais on critique Star Wars, tu vas rager. Si jamais on se met à... Je suis pas d'accord, je vais te défendre mon bout de gras, je vais pas... Oui, mais c'est C'est la parce que... preuve là que du coup t'es pas C'est d'accord. parce que Que du coup, t'es rageux. quelque part, ça te fait rager. Concrètement, si t'en avais rien à faire, ça te ferait pas rager. Mais voilà, je pense que ça te marque encore et ça te définit bien. Mais tout comme ça me définit bien aussi. Ça tombe bien parce que du coup c'est la question que je voulais poser au départ. C'est quoi l'élément déclencheur ou qu'est-ce qui a soit déclenché chez vous la pop culture ou qu'est-ce qui est pour vous l'épitome de la pop culture? Bon, on a compris pour Atreide c'était Star Wars, même si t'aurais pu choisir Skywalker comme pseudo ou que sais-je d'ailleurs. Il y a plein de choses. Ça peut être Star Wars parce que c'est le plus connu et celui qui est le plus sujet à débat, on va dire, mais Après autre en chose. soi, il y en a certains que j'estime plus que d'autres et... Voilà, Star Wars a aussi ses défauts. Parle-nous de Nier Automata par exemple. Oh là! À, Là, par contre, ça sera plus compliqué. à quel degré, Non. est-ce que tu estimes que ça a eu un impact sur ta vie et à quel degré est-ce que tu penses que c'est de la pop culture? À quel degré je pense que c'est de la pop culture? En soi, c'est un jeu vidéo qui date de 2017, donc déjà une œuvre assez récente, qui a su conquérir un public assez Récent assez aussi. nouveau, mine de rien. C'est une licence nouvelle, on va dire, même si elle est basée sur Nier, qui est un jeu qui date de 2009, je crois. Mais en soi, pourquoi c'est de la pop culture? Globalement, c'est des androïdes qui combattent des robots extraterrestres à coups de katana dans un jeu vidéo de 30 heures. Et qui a su trouver son public et son audience. Si je résume ça de manière basique, déjà, rien que là, je pense que on est quand même pas mal dans le ton. Ouais. Après, pourquoi ça m'a marqué, etc., ça sera peut-être le sujet d'un prochain podcast ou quoi, mais non, c'est un jeu qui aborde beaucoup de notions, notamment philosophiques, et qui a tout un propos sur l'humain, l'humanité, et qui essaie d'avoir un regard un peu distancié sur notre histoire, et qui est très très pertinent, et qui sait très très bien gérer son rythme,
Et le moment, il sait très très bien te préparer jusqu'au moment où il va te mettre une espèce de claque finale qui va te faire lâcher toutes les larmes de ton corps devant ton écran, quoi. Mhm. Et toi, Ardos? À part le dungeon crawl, Euh, bah, bah tu peux peut-être décrire ce que c'est que le dungeon crawl, comme ça on pourra se poser tous Oui, ensemble la moi, question je sais de pas ce que savoir c'est. si c'est... Voilà, tu vois. oui. Bah, c'est simple, hein, c'est généralement un jeu vidéo dans lequel tu vas buter du gob et tu vas t'enfoncer dans des donjons de plus en plus profonds. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est qu'un gob? Un gobelin. Ah ouais, ouais, c'est petit. En tout cas, dans la pop culture, hein, c'est petit, c'est vert ou jaune, ça a des oreilles pointues et c'est généralement mauvais. Donc, quand t'es un héros en devenir, bah, tu leur tapes dessus, quoi. Et donc, ouais, c'est principalement, tu vas chercher, c'est du porte-monstre trésor, tu vas chercher, tu vas buter des monstres, tu vas trouver du loot, enfin des trésors, du butin, tu vas équiper des héros, tu vas les faire progresser, et tu auras peut-être des énigmes à résoudre dans ton donjon, etc. Donc, c'est quelque chose qui me plaît pas mal, quoi. Mais pourquoi est-ce que ça a eu un impact sur ta vie, du coup? Bah parce que ça me divertit pas mal. Après, en fait, la pop culture, la façon dont ça a un impact sur ma vie, c'est que bah, j'ai autant de souvenirs liés à des œuvres imaginaires que des souvenirs liés à des moments forts de ma vie, en fait. Je sais très bien, je me souviens très bien du soir où on a vu la momie en bouffant des pizzas hawaïennes. Je me souviens très bien du soir où on a vu en famille Titanic. Je me souviens. Enfin, c'est ça, c'est en ça que ça peut avoir des impacts. C'est que en fait, ça te crée des bons moments. C'est la pop culture. Oui, mais tout comme si t'avais mangé un burger avant d'aller voir, je sais pas, à l'Opéra Bastille, la flûte enchantée, enfin, Oui, tu bien vois, sûr, bien sûr. Mais sauf que, finalement. bah oui, c'est ça. De base, c'est une œuvre, ça t'apporte de bons moments. Enfin, non, non, parce que ça dépend. En fait, tu peux avoir des œuvres qui sont là pour te déranger. Mais c'est sûr que de toute façon, si tu es face à une œuvre qui te dérange, tu vas t'en souvenir aussi. Donc, bah, ça a eu un impact, oui, ça a eu un impact parce que c'est quelque chose que j'ai eu. Mais c'est pareil, enfin, tu parles d'un opéra, etc. Euh, L'avantage de la pop culture, c'est que comme t'as pas besoin de beaucoup de codes pour pouvoir y accéder, très vite on a été en pyjama devant Tortue Ninja, on n'a pas été en pyjama devant un opéra, tu vois. Mais aussi, c'est parce que aussi on a vécu au 21e. Peut-être que tu aurais vécu dans une famille bourgeoise au 19e. On aurait été peut-être pas en pyjama, mais en tout cas on aurait été voir un opéra dès l'âge de 6 ans avec une nourrice. Peut-être. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça a eu un impact sur ma vie. C'est tous ces moments dont je me rappelle. Et le fait que, effectivement, dans ma famille, on a commencé très tôt. Enfin, euh, ils étaient déjà baignés dedans, donc ça n'a pas été très difficile de commencer à comprendre ce que c'était Star Wars, quoi. C'était quoi, par Star Wars, l'élément le plus pop culture dans ta famille? Ça a été 2001, l'Odyssée de l'espace, je dirais, quand mon père m'a dit à 7 ans, il faut voir ce film, et on n'a rien compris. C'était très bien. On a toujours pas C'était très compris bien. grand-chose, Ouais, ouais. d'ailleurs, hein, mais on aime beaucoup, hein. Oui, oui, il y avait ça, et puis Soleil Vert. Tu te souviens Soleil Vert aussi? C'était et qui sont des films plutôt marrants. Mais lui, c'est marrant parce que ça avait eu un impact sur sa vie à lui en fait, ces films-là. Et ça faisait partie de sa. Alors, on parle de pop culture, mais ça fait partie de ses œuvres culturelles que lui, qui lui avait fait beaucoup de choses en fait. Et donc du coup, bah, on a été très vite devant ces films-là et Dune aussi, remarque, je m'en souviens, mais Dune c'est pareil, hein, ça arrivait très vite. Ça arrivait très très vite, Dune. Alors que j'ai pas lu le bouquin, hein, donc, mais très vite je connaissais ce que voulait dire Dune, ce qu'étaient les Fremen, etc., etc.
Ça avec parle de quoi, Soleil Vert? Soleil Vert, ça parle d'un univers Non. un peu post-apo où en fait Non, Soleil Vert, ça parle d'un C'est de univers. la SF. Bah, c'est C'est de quand la même le. SF. Oui, c'est peut-être Globalement, pas. et c'est Oui, des c'est de la gens SF. C'est de qui la vieillissent, et SF quand ils où les. vieillissent, on leur montre quelque chose qui s'appelle le soleil vert, il me semble, et... Non, ils se nourrissent par ce qu'ils appellent du soleil vert, puisqu'en fait, c'est une mauvaise traduction. À la base, c'est soja vert, je crois, Ah, que ça veut dire. C'est green soy, je crois, le titre à la base. Et en Ah fait, oui, ça n'a pas rien à voir. voilà. Et du coup, ils se nourrissent que de ça. Il y a plus d'aliments, c'est que ça. Bon, après, je te dis, je l'ai pas revu depuis. Bah, j'avais 7 ans là, à l'époque. Non, peut-être pas, j'étais peut-être un petit peu plus vieux. 7 ans, c'était 2001. J'étais peut-être un petit peu plus vieux, mais ça fait plus de 20 ans que je l'ai pas vu. Donc, mais mais c'était quand même un film assez. Le twist est incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, je vais pas spoiler là, parce que le film est assez récent, hein, vu qu'il a plus de 30 ans, plus de 40 ans. Donc, je vais pas spoiler maintenant, mais c'est assez incroyable comme twist. Écoute, ça m'a absolument pas donné envie de le voir. Mais si, tu verras, c'est très bien. C'est très, très époque Planète des singes. La version de Tim Burton? Non, pas du tout, Non. non. La version Parle pas bien des choses avant. qui fâchent. Mm. Et toi, Lilith, par exemple, pourquoi Harry Potter, par exemple, ça t'a marqué? Qu'est-ce que... Alors, pourquoi Harry Potter? Alors, au départ, j'aimais pas du tout Harry Potter. Je m'étais dit que je lirais jamais un bouquin pareil qui parle de magie et de choses irréelles. J'étais très terre à terre à une époque et on m'a forcé à le lire. Je crois que c'était quand le quatrième venait de sortir, donc en 2000, début 2000. C'était l'année avant ou pendant l'année où le premier film allait sortir. Et j'ai commencé bizarrement, j'ai commencé par quatrième. Et j'ai pas compris tout ce qui se passait, mais j'ai adoré. Et quand j'ai lu le premier, alors peut-être pas aussi grave que ça, mais je me suis retrouvée un peu dans Harry Potter, comme je suis adoptée, je me suis retrouvée un peu dans le fait qu'il était bien dans une famille qui acceptait pas trop ce qu'il était. Et ça m'a parlé d'un point de vue sentimental, on va dire, pas d'un point de vue magie. Mais c'est vraiment, ouais, et après l'univers a évolué d'une façon qui m'a beaucoup parlé, le fait qu'il voit son parrain et que c'est la seule personne qui le rattachait à sa famille. Bon, ça m'est jamais arrivé, hein, mais c'est vraiment d'un point de vue personnel et familial que ça m'a touché, plus que le côté magique et fantastique du livre, même si ça a aussi beaucoup joué. Et voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai aimé Harry Potter. C'est pour ça que je crois que je dois avoir 10 tatouages d'Harry Potter sur un seul bras, quoi. Mais après, ouais, c'est vrai qu'Harry Potter, c'est vraiment le truc qui a pris la majeure partie de mon univers pendant très longtemps, maintenant un peu moins, parce que j'ai un peu diversifié mes sources et mes points de culture, on va dire, mais je crois que ça reste aujourd'hui encore quelque chose d'assez intéressant, à mes yeux. Après, je dis pas que aujourd'hui ça a encore autant d'impact qu'avant, mais ça reste quand même quelque chose de très prenant et de très intéressant, et il y a quand même une certaine magie quand même à entendre. Enfin, tu vois, je comprenais à une époque les fans de Star Wars qui, dès qu'ils entendaient le générique de Star Wars, ça les faisait frissonner. Moi, ça me refait toujours la même chose quand j'écoute les musiques d'Harry Potter. Ça tombe bien parce que c'est même le même compositeur, tu vois. La musique de John Williams a le don de t'emporter de façon assez magistrale, et je trouve que le thème d'Harry Potter, le thème d'Edwidge ou le thème d'Harry Potter sont partie des sonorités qui me donnent toujours, qui me font toujours hérisser les poils de façon assez incroyable. Non, mais je disais que au moins ça avait eu un impact physique sur ta vie. Si t'as autant de tatouages, c'est que là, t'as au moins une preuve que oui, ça a eu un impact sur ta vie. Et donc c'est cool finalement. Et tu les as pas tous fait à 30 ans, je pense pas, si? T'as pas découvert Harry Potter à 30 ans? Si? Non, j'avais 11 ans. Bah voilà. Donc, du coup, t'as t'étais grandi déjà avec. dedans. C'est surtout ça, c'est que t'as grandi un peu en même temps que les personnages et que l'univers aussi. C'est exactement ça. Je pense que le fait de grandir en même temps que le personnage, ça a vachement aidé. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi il y a des gens qui ont quand même aimé, par exemple, la prélogie Star Wars, tu vois, parce que quand on les a regardés, alors, moi j'ai beau pas aimer les deux premiers, l'avantage de cette prélogie, c'est que tu grandis avec le personnage. Enfin, moi j'avais à peu près, quand le premier est sorti, j'avais 9 ans, 10 ans. Bon, j'avais pas 15 ans quand le deuxième est sorti, mais en tout cas, j'avais l'impression de grandir. On a l'impression de grandir
dans la vie d'Anakin, et je trouve ça vachement intéressant de pouvoir s'identifier un peu au personnage. Ça explique beaucoup de choses sur Dark Vador, ça explique beaucoup de choses sur le personnage d'Anakin, et je l'ai trouvé au final assez attachant. Parfois un peu effectivement ado boutonneux qui paye sa crise d'adolescence, mais vachement intéressant quand même. Atri, tu voulais dire quelque chose au départ? Oui, non, bah moi, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec aussi, effectivement, mais moi, la prélogie, je l'aime beaucoup et je trouve qu'il y a énormément de choses très intéressantes dedans, même s'il y a des défauts, des maladresses d'écriture assez grossières et lourdes par moments. Je vois beaucoup de choses très intéressantes avec la prélogie. Après, c'est sûr que typiquement la menace fantôme, a priori, globalement, tout le monde est assez unanime pour dire que c'est un film pas dingue sur certains aspects. Moi, je suis toujours comme un enfant à la course de pod et au duel final. Voilà. Et je pense que ça, même quand j'aurai 80 ans, je serai toujours un gamin devant la course de pod. Peut-être parce que je l'ai vu quand j'avais 9 ans, mais voilà, c'est... Mais même maintenant, quand tu la vois maintenant, elle reste toujours aussi impressionnante que les combats que tu vois, que les courses-poursuites que tu vois dans le quatrième ou dans l'Étoile Noire, tu vois, sont toujours aussi impressionnants t'aurais que sans ceux-là, doute quoi. Ordos qui te dirait que ça ne vaut pas les courses-poursuites dans Fast and Furious, j'imagine. Oh, ça dépend. Ça Y a pas de dépend parce nitro. que. Ouais, en fait, tu vois, l'avantage de la course de Star Wars épisode 1, c'est que n'empêche que ça nous a donné un super jeu en fait. Les C'est Fast vrai. and Furious, ça t'a Y donné a pas quoi de jeu comme Oui, jeu avec John, Need il for avait Speed. déjà voilà, Need tu for vois. Speed, clairement. Si, il y en a Et un c'est un jeu et de il est course. plutôt mauvais. Enfin, de voiture. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. Non, Fast and Furious, ça a surtout très influencé effectivement la licence Need for Speed. Avec Quoi Need for Speed Underground, c'était clairement pour Oui. suivre un peu la vague Fast and Furious, etc. Et voilà, et c'était aussi l'époque des bagnoles tunées, Ah, c'est encore, hein. etc. Où c'était cool d'avoir des gens talus et des C'est néons toujours sur le sa cas, hein. caisse. Maintenant, tu l'as Euh, avec Cyberpunk 2077. Ouais, mais dans Cyberpunk, t'as des prothèses en métal Ouais, aussi. mais t'as quand même des voitures tunées. Tu Donc peux c'est aussi vachement tuner ta mieux. voiture, je crois. Oui, tu peux. A priori, tu vas pouvoir un peu tout faire dedans, c'est assez fou. Et dans Cyberpunk, tu critiques le capitalisme, c'est ça qui est bien, tu vois. Mais par contre, c'est un jeu qui a été fait sur le sang des développeurs, quoi. C'est bien, super. Et on pourrait avoir le même débat, je pense, pour Red Dead Pour Redemption 2. Ubisoft aussi, hein. Hmm. Parce que pondre un jeu vidéo par an, et quand tu vois que Origins et merde, je me souviens jamais du deuxième, Odyssey. Odyssey, que tu vois que les deux sont assez énormes en termes de nombre d'heures de jeu que tu passes dessus, tu dis que pondre ça en un an, c'est quand même, ça doit être quand même assez balèze et Alors, les jeux sont pas pondus en un an, c'est-à-dire qu'ils sortent à un an de décalage, mais en fait, ils sont donnés à des studios différents, avec en plus des réutilisations et des partages, c'est-à-dire que il y a énormément d'animations, de modélisation. Bah, typiquement, tu vois, tes tabourets, tes pommes, tes bougies que tu vas voir un peu partout dans ton décor. En fait, tout ça, ils sont déjà faits et ça fait 15 ans, peut-être pas, peut-être 10 ans, mais qui se les passent de jeu en jeu, si tu veux. Donc, en fait, ils ont un gain de temps énorme aussi parce qu'il y a plein de choses qu'ils ont fait au fur et à mesure et qu'ils arrivent à réutiliser intelligemment. d'accord. Et pareil, pour faire Odyssey, il n'aura pas fallu un an. Odyssey, il était déjà lancé depuis 4-5 ans en développement. Et il est sorti un an après Origin. L'équipe marketing t'a dit « Oh oui, pour Origin, on a réfléchi, machin, on prend notre temps et tout. » Je suis pas sûr qu'ils aient refondu complètement la façon dont ils ont créé le jeu. Ils se sont juste donné un an pour fignoler des choses en plus, peut-être pour ajouter 2-3 aspects. Mais en soi, des productions comme ça, elles sont étalées sur plusieurs années, bien évidemment. D'accord. C'est juste que nous, on ne le voit pas parce que nous, on est au courant un an avant la sortie du jeu et c'est tout. Eh bien, merci d'avoir éclairé ma lanterne. Eh ben, je pense que c'est sur ces beaux entrefaites que nous arrivons à peu près à une bonne heure d'émission. Et si nous ne sommes pas entièrement satisfaits avec nos propres définitions de la pop culture et ce qu'elle représente chez nous, on peut peut-être se dire qu'on se retrouve pour un prochain numéro qui va entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire John Wick, dont on n'a pas encore parlé. Oh oui. On s'est retenu. Et où moi je serais
l'auditeur spectateur, on va dire l'intervenant qui a regardé son n'a plus téléphone tous les pendant qu'on les films, rematait. et qui va... Si. Non. D'ici pas là, du t'as le temps de les Non. regarder. T'es confiné. Non, mais ça reste. J'ai passé un bon moment. Hein, j'ai passé un bon moment. D'ailleurs, j'ai un bon souvenir de ces moments-là. Toi aussi, t'as pleuré quand mais il il y est a vrai que. son chien qui se fait buter au début du premier. Putain, on avait dit pas de spoil. Ah, tu étais Bah non, là. parce que j'étais Mais pas si, là. il était là. Non, pas au Non, premier. le premier, non. J'étais là au deuxième. J'étais là au deuxième et j'ai fait ah, il y a des scènes qui sont marrantes. Mais ouais. En tout cas, j'ai beaucoup. Peut-être que d'ici là, je les aurais tous vus. Hein. Mais comme on est confiné, on peut pas tous les mater ensemble autour d'une bonne pizza, donc forcément, c'est un peu moins. J'accepte de me C'est refaire un peu les 3 plus John triste, Wick quoi. avec toi, à condition que la pizza ne soit pas une hawaïenne. Ouais, et à condition qu'on se refasse tous les Star Wars après, pourquoi pas. Hein. Ben là, faut prendre une semaine. Pourquoi pas. Oui, d'ailleurs, Lilith, alors Star Wars, Alors Star Wars, ça te plaît ou pas, du coup? Puisque t'es en train de tout faire, eh là. ben, alors, du coup, j'ai maté donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai commencé le 8ème et j'ai vu Rogue One. Alors, je comprends pourquoi est-ce que George Lucas avait peur que son premier Star Wars, enfin, l'épisode 4, soit un four. Parce que, effectivement, c'est un. Sur la durée, c'est un peu mal vieilli. Ça, je peux le concevoir. Mais au-delà de ça, bon, le scénario est intéressant, tu vois, mais ça. Je trouve que c'est un scénario quand même intéressant et original pour l'époque. Après, l'histoire en soi, je comprends pourquoi j'ai pas accroché plus que ça au tout début. La première fois que j'ai vu les Star Wars, en tout cas les 4, 5, 6, je crois que c'était, pour moi, c'était vraiment un ovni. Alors, je pense que c'est le but, hein, de ce genre de film, mais c'était vraiment un ovni cinématographique pour moi. Je comprenais pas où ça voulait aller, et c'était pas intéressant pour l'idée que j'en avais de l'époque. Ça dit qu'à l'époque, je regardais que des Disney, donc c'était pas non plus le même univers. Maintenant, ça peut C'est marcher. marrant vu parce que maintenant, Star Wars, c'est clairement le même si univers. Lucasfilm a été racheté par Disney, donc du coup, il n'y a plus aucun souci. Maintenant, je peux aimer les nouveaux Star Wars. Ouais. Mais en tout cas, pour l'époque, ouais, ça m'avait un peu perturbé. Mais maintenant, j'avoue que je les apprécie un peu plus. Et je t'avoue que la prélogie m'a permis d'apprécier d'autant plus les 4, 5, 6 qu'avant. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a creusé un peu le personnage de Darth Vader et ça l'a rendu plus humain à mes yeux. En tout cas, ça a apporté un background assez intéressant au personnage que d'en faire juste un général ou enfin que juste un chef militaire. Et ça rend l'histoire beaucoup plus intéressante. Et le fait que par la suite maintenant il y a enfin avec la nouvelle trilogie, je trouve, enfin j'adore Rey, j'ai adoré aussi Kylo Ren. Même si c'est vrai que ça ressemble aussi un peu à l'ado boutonneux qui était Anakin, mais je les ai trouvés. J'ai quand même aimé, en tout cas pour l'instant, j'ai aimé. Kylo Ren a l'avantage pour lui d'avoir un bon acteur. Mais Adam Driver, quoi. Mais il a quand même l'air d'être au bord il a quand même l'air d'être à deux doigts de lâcher une caisse tout le long du film. Finis le 8. Fais le 8. Tu verras, c'est pas. Il est plus à l'aise dans son rôle que dans le 7. D'accord. Je trouve. D'accord. Mais en tout cas, ça en fait un très bel univers. Je sais pas si j'aimerais me pencher sur tout ce qui est autour parce que ça a l'air assez, ça a l'air d'être sans fin, quoi. Tout ce qui est autour, enfin, quand tu regardes les livres, les dessins animés, enfin, je connais pas tout, hein, mais les séries qu'il y a eu autour, ça a l'air d'être immense. Ça a l'air très intéressant, mais je suis pas sûre de pouvoir me plonger dedans. Donc je pense que rien que les films principaux sont déjà très intéressants et enfin, j'ai beaucoup aimé le personnage de Rey, j'ai beaucoup aimé le film, même si effectivement je peux comprendre qu'on l'aime pas parce que il y a beaucoup de redites par rapport dans ces épisodes. Mais ça en fait quand même, en dehors de ça, si t'es pas fan de l'univers, ça en fait quand même un film intéressant. Ça en fait quand même un film d'aventure et un très beau film d'action, je dirais. Ouais, j'ai hâte que tu puisses voir les films spécial Ewok. Oh non. Il y en a eu 2. Celui de Noël, c'est hors de question. Incroyable, on les voyait on les voyait le soir, ça passait le soir des fois sur M6, souvent sur chaque année, je pense, ils les sortaient. C'était vraiment le petit bonbon avant les fêtes de Noël, c'était vraiment incroyable. J'avais regardé une vidéo de je sais plus qui en parlait en disant que ça dure quoi, 30 minutes le film sur les Ewoks? Non, c'est les Wookiees. Non. Ah mais il y en a 2. Non, je confonds, attends. Ah, non,
Ouais, tu confonds avec le spécial Ok. Noël des Wookiees. D'accord, parce que le spécial Noël des Wookiees apparemment est assez insupportable. Non, non. Ah non, non, là, moi, je te parle de Mais films les deux films très, sur très les bien Ewoks qui sont écrits, Ah, insupportables d'accord. aussi. Hein. Non, Si, non, si. non, très, très Si, bien si. écrits. Avec énormément De dialogue. d'émotion, Les acteurs vraiment. qui jouent super bien. Non, aussi. c'était très très bien. Oh oui. On est à deux doigts des Goonies, hein. Des Goonies avec des peluches, quoi. C'est très très bien. Très 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 bien. Ok. Et pour le coup, les Goonies, j'avais pas aimé. Dans le style film d'enfance, j'avais pas aimé. Peut-être parce que du coup, j'avais 30 ans quand je l'ai vu. Mais ouais, et pour le coup, tiens d'ailleurs, en parlant de Star Wars, ça me fait penser, j'adorais... je crois que j'ai tellement quand même adhéré au truc, c'est que j'aimerais bien... Je pense que mon prochain chien, je vais l'appeler R2D2. Tellement j'ai kiffé... tellement j'ai pas mal. kiffé le R2D2, il est vraiment attachant. Et c'est ça que je trouve assez incroyable avec Star Wars, c'est qu'ils ont réussi à rendre attachant un personnage qui n'a pas vraiment de ligne de dialogue, et qui est au final juste un droïde, et putain qu'est-ce qu'il en jette, quoi. Et ils ont eu du mal à le renouveler, à refaire un droïde Bah, aussi BD-8 est quand intéressant même que celui-là. vachement mignon. Ouais, je trouve qu'ils s'en Ouais. sont bien sortis avec BD. Ouais, Aussi, il est ouais, quand même ouais, super ok, kawaii. ok. Quand tu vois, comment il s'appelle, Finn, qui lui dit, eh, vas-y, dis-lui où se trouve la base, donne-lui les coordonnées, et qu'après Rey lui demande, bon alors c'est où, et il lui répond, et hors caméra, enfin hors champ, t'as Finn qui lui fait un pouce, et BB-8 qui sort son espèce de briquet. J'ai trouvé ça tellement drôle, c'est tellement mignon. Mm. Donc non, c'est plutôt un bon truc, Mm. j'adhère. Est-ce que du coup, sur cette note positive, on peut achever le podcast et dire remercier une nouvelle fois les auditeurs d'avoir tenu plus d'une heure pour nous écouter. Indeed, on peut faire ça. Et ben merci à tous de nous avoir écoutés, et on espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode qui, j'espère, sera aussi intéressant que celui-là. Voire plus. Merde, tu m'as Voire ma- plus. Et bah à Et ben bientôt. des bisous et à bientôt. Bye bye. Allez, ciao! Allez, ciao. Salut.